depuis hier une pandémie du coronavirus, madame, messieurs. On va également signaler qu'aux États-Unis, par exemple, le président américain a décidé de suspendre les vols pendant 30 jours entre l'Europe et les États-Unis d'Amérique. Donc il y a ce vrai souci avec le coronavirus qui, comme vous le savez, est désormais à l'épreuve de la mondialisation. L'équipe est en place comme chaque matin. D'abord vous, monsieur Batchou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Quel est le coût de la prise en charge médicale des personnalités de la République? Les chiffres s'élèvent à combien depuis le début de l'année 2020 de ces personnalités qui n'ont eu de cesse qu'à faire des voyages entre l'Europe, les hôpitaux européens et le Cameroun? Qui paye la lourde facture? Telle est la question qu'on se pose aujourd'hui, à l'heure où le ministre des Arts et de la Culture annonce que ça souffre chez lui. 17 artistes extrêmement malades, 8 décédés, tous en état de pauvreté très avancé. Où va les droits d'auteur pour qu'on puisse, comme ça, claquer 90 millions pour s'occuper d'une seule personne avec les frais du contribuable camerounais? Bravo à tous ceux qui pensent qu'on n'est pas patriote lorsqu'on dit ce genre de choses. Ils chantent, ils travaillent, ils n'ont droit à rien, mais ceux qui ont bouffé, détourné de l'argent, eux, ils sont aux petits soins. Bravo. Bon, pour le coup, il faut savoir que le Cameroun, l'État du Cameroun n'a qu'à s'en prendre qu'à lui-même, parce que Yves Michel Fotso, souvenez-vous, avait demandé à l'époque de lui-même se prendre en charge. Ça avait été refusé, et donc il avait même remboursé le corps du délit. On lui a flanqué une peine de prison à vie. Il a tous les moyens pour se soigner, ça tout le monde le sait, mais l'État est resté campé sur sa position de devoir l'évacuer avec le statut d'un prisonnier. Et le Cameroun, c'est clair, lorsque vous êtes prisonnier, l'État s'occupe de votre santé. L'État du Cameroun n'a qu'à s'en prendre qu'à lui-même. Et il faut qu'on note qu'au-delà de ça, ce qui est dérangeant, c'est pas les millions qu'on claque, c'est le fait qu'au Cameroun, vous constatez que nous avons des hôpitaux qui n'ont pas le matériel adéquat. La CAF nous a d'ailleurs demandé de relever notre technique sur cette question-là. Même nos médecins qui sont formés à l'étranger, par exemple, ils sont passés où? Ils sont obligés de rester là-bas. Donc le Cameroun, malheureusement, ne peut s'en prendre qu'à lui-même, parce qu'on envoie tellement de gens se faire soigner. Il n'est pas le seul, Michel Fotso. On a connu également Sadou Ayatou, l'ancien Premier ministre. On a également connu le cas de Bilinga et Boutou aussi. On a connu beaucoup de cas comme ça. Kavaye Djibril aujourd'hui évacué, comme on le sait, en France. Donc il y a tellement de choses qui se passent, et le Cameroun ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. En tout cas, l'État du Cameroun ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. On va également vous dire bonjour à vous ce matin, Karine Sontia. Bonjour M. Fopoussi, et bonjour à nos téléspectateurs. Pendant ce temps, 121 milliards de francs CFA ont été octroyés au Cameroun pour 360 000 femmes enceintes, 110 000 élèves camerounais. C'est la convention d'appui budgétaire qu'a signé le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire hier avec l'ambassadeur de la France au Cameroun, Christophe Guilou. Il n'y a plus de marche devant l'ambassade, il n'y a plus... Non, on parle d'argent. On parle d'argent. Quand il y a 121 milliards en jeu... On se salue, on se tient les coudes. Il n'y a plus de marche, il n'y a plus de déstabilisation du pays qui fonctionne, en tout cas. La souveraineté en marche. Ou la souveraineté, voilà. Donc on comprend très bien. Donc, ceux qui ont marché l'ont fait pour eux. Le Cameroun n'a jamais voulu troubler la quiétude de l'ambassade de France au Cameroun. Également avec nous sur ce plateau ce matin, Bombok Bengan Kandje, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi-Negou, bonjour à vos chers téléspectateurs. Il s'appelle Jean Rameau Sokoujou, mais moi je me limite à Sokoujou. Sokoujou, ça veut dire entre et écoute. Pourquoi sort-il et parle? Ça veut dire qu'il devient né comme de la Nyangola. Donc, il sort maintenant et il parle. Il parle de quoi? Il parle du Cameroun qui a traversé
ces 2 siècles, surtout les tumultes des années 40 à 60, mais également la chefferie traditionnelle aujourd'hui, mais surtout, que retenir, il a fait son enfance à Bikok. Bikok, c'est dans le centre. Il maîtrise au moins 3 langues du centre, le Wondo, le Ton et le Mangissa, tenez-vous tranquille. Mais également plusieurs langues des pays bamileke. Surtout, il dit il faudrait refonder la chefferie de l'Ouest, qui est tellement inféodée aux politiques, mais surtout aux élites. Mais surtout, on ne peut le faire qu'en se ressourçant auprès des cultes ancestrales. Du culte ancestral. Il insiste du culte ancestral. Nous n'avons pas de chapelles, des paroisses construites comme les autres. Nous avons les arbres sacrés. Nous avons les forêts sacrées. N'attendez pas un jour qu'on va vous construire des cathédrales, des basiliques. Mais nous, en relation avec nos ancêtres, c'est là où nous allons. Et c'est comme ça que nous allons nous ressourcer et reprendre le contrôle du monde. Quand il dit nous allons reprendre le contrôle du monde, il parle de l'homme noir, donc de l'Afrique. Merci, M. Koujou. Il a commis un ouvrage, interview, mais qui retrace sa biographie, mais également son testament avec notre confrère, le journaliste Jean-Bruno Tagne, de Bikok à Babendjou. Merci, M. Koujou. Voilà, l'ancétréisme dont on parlait ici il y a quelque temps, dans cette émission d'ailleurs, c'est important que le roi ait fait cette précision. Ce qui est aussi important, c'est de savoir que nous avons malheureusement dans cette région-là des chefs traditionnels qui sont chrétiens, et ça pose un réel souci parce qu'on sait que nos ancêtres ont fui d'ailleurs l'islam, ils ont refusé de s'islamiser, ils ont refusé les religions importées pour finalement, on le voit aujourd'hui, se livrer à une autre religion importée qui est le christianisme, alors que ces chefs-là, ce sont les porteurs, sont les gardiens de cette tradition africaine. Malheureusement, nous voici donc portés vers ces choses-là. Donc c'est important de faire ces précisions au Bengan pour la postérité et pour l'avenir même du continent. Absolument, absolument. Il faut se dire que nous croyons tous en Dieu, les églises importées, nous, on est d'accord là-dessus. Mais quelle relation avons-nous avec Dieu? Nous ne sommes pas obligés de passer par Marie, par Mahomet ou par Jésus. Nous avons nos ancêtres qui nous y amènent de manière minutieuse, harmonieuse et de manière, j'allais dire, la plus grande, la plus noble. Il n'est pas question de dévier ce chemin qui a construit l'Afrique et qui a fait que l'Afrique rayonne, domine d'ailleurs le monde. On va démarrer cette émission ce matin, madame, messieurs, avec la rubrique L'histoire du jour, qui est avec vous ce matin, Dominique Audrey Oyengelek. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Je vous raconte l'histoire de Brice et de Arlette qui sont mariés depuis sensiblement 15 ans déjà. Et de ces 15 années d'union sont nés 5 enfants, dont les derniers sont des jumeaux. Hier soir, alors qu'il est rentré du travail, au moment où il était dans son lit avec son épouse, Arlette fait asseoir son mari et il lui dit « Je suis lasse de supporter, de garder ce secret. Il est temps que j'en parle. Souviens-toi, ça fait 8 ans qu'on a accueilli ton frère dans cette maison. Au départ, je n'étais pas d'accord avec cette histoire, mais j'ai fini par accepter. En regardant de plus loin, j'ai trouvé que ton petit frère était un bel homme, beau et grand. Et malheureusement ou heureusement, est née une sorte d'attirance que j'ai développée pour lui. Et on a eu une relation depuis sensiblement 2 ans. Et les 2 derniers enfants, les jumeaux, ce sont les siens. Aujourd'hui, je te dis cela parce que je ne peux plus supporter de vivre avec toi. Moi, j'aime ton frère. Et dans les prochains jours, je prendrai mes jumeaux, mes vêtements et je pars de chez toi. Je n'arrive plus à te supporter. Les enfants, les autres, les 3 premiers, tu peux les garder. Moi, je veux vivre l'amour. La personne qui nous raconte cette histoire ce matin est au bord du suicide et de l'assassinat en même temps. Il aimerait savoir s'il doit s'en référer à sa famille ou
Comment est-ce qu'il devrait réagir face à cette situation? Parce que son frère ne sait pas qu'il est au courant. Son frère est sorti normalement pour aller au travail comme tous les jours. Et lui, il a pris le chemin d'Equinox pour nous raconter cette histoire. Alors bon, Bégan, qu'est-ce qu'on va dire là-dessus? D'abord, il faut dire que c'est les secrets de famille, ça existe. Premièrement. Deuxièmement, que ce n'est pas la première fois, ça se fait également. Troisièmement, c'est là où on va développer l'histoire. C'est difficile, c'est compliqué, c'est pratiquement impossible de donner des conseils à une femme amoureuse. Là, les ancêtres l'ont connu et des situations comme celles décrites dans l'histoire de ce jour sont connues, où votre frère fait des enfants avec votre épouse légitime. Et à ce moment, la famille s'est réunie. La famille s'est réunie. Et il arrive que la femme décide, parce que contrairement à ce qu'on vous laisse croire, parce que ça aussi, il faudrait que les systèmes des Nations Unies vous apprennent que chez nous, c'est la femme qui décide en dernier ressort pour ces cas-là, quand c'est pas décision. Donc, c'est la femme qui choisit son amant. Elle est mariée, la frère aîné tombe amoureuse de la deuxième, ils ont fait des enfants, et ça lie. C'est dit à deux, mais c'est la famille qui a épousé la femme qui confie cette femme maintenant au petit frère de l'aîné. C'est comme ça, ça se fait, c'est difficile pour le mari légitime, légal, mais vous ne pouvez rien. Cette situation existe aussi dans nos familles. Ce qui se fait souvent, c'est quoi? C'est que quand on constate qu'on est cocufié par son frère, on réunit la famille qui verse un certain dot, et cette dot-là signifie que vous autorisez à votre frère de continuer ses relations avec votre femme. Mais comme c'est la famille qui s'est réunie en conseil, il y en a qui n'acceptent pas ça. Je peux vous dire que notre culture, nos civilisations est flexible. Il y en a qui n'acceptent pas ça. Il dit, donc comme mon petit frère ne veut pas se marier, il pense que c'est ma femme qui peut lui être, c'est sa femme. Ils vont continuer à faire des enfants et vous épousez une autre. Mais ce n'est pas une affaire de deux, c'est la famille. Et surtout également, on a fait intégrer la belle famille, donc la famille de la fille, qui c'est désormais, elle a été, parce que chez nous, on n'impose rien à la femme, et surtout dans les relations d'intime. Donc, en fait, je conseille à ce monsieur, d'abord, de rendre public, de dire au mari qu'il est cocufié, que ce qui se passe, c'est lui qui nous a raconté l'histoire ce matin, et au mari de laisser tranquille. Mais sauf que on ne divise pas les enfants. On ne divise pas les enfants. Les enfants peuvent choisir de toutes les manières, les deux sont leur papa. Les deux sont leur papa. On ne les divise pas en disant, vous allez avec votre mère. Ils peuvent aller avec merci et continuer à les allaiter. Mais s'ils sont déjà grands, ils vont de part et d'autre. C'est la même famille de toutes les manières. Donc, vous laissez la femme donner les orientations concrètes. Karine, sur l'histoire de ce matin, quel est votre développement? Alors, je vais d'abord dire à Brice que c'est vraiment désolant, c'est qu'il vit. Mais je pense que lorsqu'on est ensemble depuis autant d'années, on est capable quand même de savoir à quel moment est-ce que ça a flanché. Et je me dis qu'il essaye de faire son feedback et il n'arrive pas vraiment à savoir ce qui a poussé sa femme à flancher. Quant à l'infidélité de son épouse, je me dis que c'est une trahison. Et la véritable personne ici à blâmer, c'est la femme. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que on est dans une société où on est conduit à apprécier l'apparence, à émettre des jugements sur l'apparence, de manière à ce que, à la fin de la journée, on oublie les véritables valeurs qui sont les nôtres. C'est une maman de déjà 3 enfants, qui au final en a 2 autres qui appartiennent aux frères de son mari. C'est bizarre pour elle parce que elle est mariée, légalement mariée, et à la fin, les enfants appartiennent à son mari. Les enfants appartiennent à son mari selon la loi. Ce qui me fait mal, c'est que quand elle le dit à son mari, elle le dit pour lui dire qu'elle part.
elle ne lui dit pas pour lui demander pardon ou encore pour qu'il puisse comprendre la chose et voir dans quelle mesure est-ce qu'il peut sortir de cette turbulence. Mais elle le dit parce qu'elle veut partir. Ça veut dire qu'elle a déjà pris une décision. Et généralement, ce genre de décision, quand les femmes les prennent, ce n'est pas pour revenir en arrière. Et ce qui m'inquiète encore, c'est que à la suite de cela, le frère de Brice ne soit pas capable de l'accepter, elle. Si c'est le petit frère de Brice, ça veut dire qu'il est plus jeune et qu'au fil du temps, quand il va voir qu'elle a déjà 3 autres enfants, elle n'a que 2 de lui, il peut faire sa vie avec une plus jeune, il va la laisser tomber. Donc elle ne joue pas sur un tableau qui, au final, elle va être la perdante. Je pense que si son mari connaît déjà la situation, s'il n'y a pas moyen qu'ils se remettent ensemble à travers tout ce que Mombok a dit, je pense qu'il est mieux que ce couple se sépare. Peut-être qu'en se séparant, je le dis, peut-être qu'en se séparant, elle pourra mieux voir, mais je ne pense pas qu'elle puisse vivre avec le frère de son mari. Ce n'est même pas bien. Mon sens. On va poursuivre avec vous, Chalamel. Monsieur Eric Fopoussi, lorsque quelqu'un vous accueille sur son toit, il devient ipso facto votre père et vous, son fils. Lorsque une personne décide de vous nourrir au quotidien, parce qu'elle vous a offert le gîte et le couvert, monsieur Eric Fopoussi, le sang que cette nourriture aura fabriqué en vous, vous interdit de quelque manière que ce soit d'avoir une pensée autre que celle d'une mère, d'une mamelle nourricière, pour dire simplement. Ça veut dire tout simplement que ce garçon, lorsqu'il est entré dans cette famille, il était déjà un démon, un mauvais esprit. Ce n'est pas à l'intérieur qu'on l'a perturbé, ce n'est pas à l'intérieur qu'on l'a transformé. Il est entré, il a couché la femme de son père sur son lit. Il est maudit, le petit frère. La femme est triplement maudite parce qu'elle a tenu la main de son beau-frère pour l'entraîner sur le lit de son mari. Elle a tué déjà son mari. Cette femme est une assassine. Parce que la femme qui attrape son copain, son concubin pour l'amener sur le lit conjugal, monsieur Eric Fopoussi, elle a déjà tué. Elle est en train de tuer. Elle est en train d'enterrer son mari. Donc de ce côté, il n'y a plus de discussion. Ce gars, ce monsieur a commis une erreur que beaucoup d'occidentalisés commettent aujourd'hui. Laisser le petit frère à la maison pour être les yeux et les oreilles. Oui, j'ai décidé que mon petit frère va venir de rester à la maison désormais. Il faut qu'il soit ici à la maison. Parce que quand je suis pas là, je ne sais pas ce que tu fais. Le petit frère doit être venu contrôler, jusqu'à contrôler le jupon de sa femme. Est-ce que ce jupon est propre? Vous savez, dès qu'on soulève le jupon, on voit tout ce qu'on peut imaginer. Donc, monsieur Eric Fopoussi, chez les Bantous, on ne garde pas à la maison un enfant qui a la barbe, qui pousse la barbe. Dans toutes les chefferies, lorsque les garçons atteignent l'âge de 15 ans, on les chasse. Bien avant 15 ans même, on les chasse de la chefferie. On les chasse parce qu'on estime qu'à tout moment, ils peuvent convoiter le bracelet du roi. On les fait partir. Donc, lorsque vous prenez un garçon chez vous que vous décidez d'élever, il faudrait donc se méfier de ce garçon. Elle choisit la femme de partir avec les derniers, d'abandonner, ce sont ses enfants. Mais elle décide d'abandonner les 3. Elle dit, je pars avec les jumeaux. Donc, pour dire que ces 3 ne sont pas ses enfants. Donc, pour attester qu'elle aime moins ses enfants que ceux du petit frère, oublie-t-elle, monsieur Eric Fopoussi, que celui avec qui elle est en train d'aller, ils ont un même père. Donc, c'est la même belle famille dans laquelle elle est en train d'aller. C'est les mêmes cousins qu'elle va côtoyer. Alors, comment est-ce qu'elle va se retrouver là? Moi, je finis par là en tirant un coup de chapeau à l'homme, en lui disant, je ne sais pas comment il a fait pour garder son sang-froid, monsieur Eric Fopoussi, mais si ça avait été moi, à l'heure où on parle, cette femme serait en train de compter ses dents. Elle n'est plus partout, ça. Aujourd'hui. Un peu. Parce qu'elle a sang-froid, monsieur Eric Non, on ne Fopoussi. tape pas, on ne tape pas. Vous êtes couché sur le lit. Elle vient vous dire, vraiment, ça doit s'arrêter.
J'aime ton petit frère. Monsieur Eric Fopoussi, je suis là encore sur les gars. Non, mais vous préférez qu'elle se taise et qu'elle continue de vous mentir. Mais elle prend ses affaires et elle ne parle pas. Alors, Non, Dominique, elle parle, c'est la famille qui l'a épousée, la famille doit être au courant. Dominique Audrey. Elle aura au moins eu le mérite d'être honnête au lieu de continuer à rester avec un homme qu'on n'aime pas. C'est ça l'honnêteté. Oui, elle vous a regardé dans le blanc des yeux et vous Coucher a dit... avec mon petit frère sur mon lit. Non, c'est pas ça l'honnêteté. L'honnêteté, c'est de vous dire que je ne peux plus continuer avec vous parce que mon cœur, il est ailleurs. C'est ce qui arrive à Arlette aujourd'hui. Et malheureusement, elle est tombée... Il y a aussi qu'elle a sa part de responsabilité. Mais maintenant, le frère aussi. Ce n'est pas parce que quelqu'un est barbu qu'il doit avoir des vues sur la femme de son frère. Un peu de morale, même si la chair est faible et tout ce qu'on veut, à un moment, il est important de pouvoir s'arrêter et de dire que oui, là, ici, je ne peux pas toucher. Donc, tous les deux ont une part de responsabilité dans cette histoire-là. Maintenant, on ne peut plus rien faire parce que le vin est tiré. Les deux, visiblement, s'aiment entre guillemets. Bon, ils ont leur définition à eux de ce que c'est que l'amour. Moi, à Brice, je lui dirais de ne rien faire. De ne rien faire parce que aujourd'hui vouloir la violenter ou bien vouloir la retenir, ce sera une femme qui ne vous aime pas. Ce sera une femme qui ne veut plus rien avoir à faire avec vous. Son frère est sorti, il ne sait pas que la femme lui a dit. Il ne sait En pas. même temps, le soeur va dire bonjour tonton, comment tu as passé la journée? Vraiment, ma journée était difficile. Vous allez le regarder comme ça dans les yeux. Oui, oui, c'est aussi ça. Ne nous mentons pas, hein, parce qu'on est à la télé. C'est On ça. va se mentir parce qu'on est à la télé. Je vous assure, le regardez dans les yeux, votre petit frère. Dès qu'ils sont arrangés, Non. C'est Là, justement, compliqué. c'est La justement ça. tradition conseille justement qu'il n'entre plus. Oui, bon, Une entreprise. elle va terminer, vous ferez la C'est- précision c'est juste juste- après. C'est justement ça. Être un homme aussi, c'est pouvoir avoir la maîtrise dans certaines situations. Il y a que on ne peut comprendre, on ne peut se mettre à la place de certaines personnes que si on a vécu certaines expériences. Moi, je ne peux pas imaginer ce que ça fait de savoir que son mari a mis enceinte ou bien que ma soeur a mis au monde les enfants de mon mari. Je serais certainement violente. Mais aujourd'hui, je ne peux véritablement pas être sûre de la réaction. Donc, c'est pour ça que je dis que Brice laisse simplement aller, que sa femme et son frère aillent tout simplement. Et maintenant qu'il trouve une mesure, peut-être il prend les enfants, il donne à sa belle famille pour complètement couper les liens. S'il peut couper les liens avec son frère, qu'il le fasse. Là, il y a deux Oui, choses bon, qu'il faut allez-y. préciser. Oui. D'abord, Vos ce précisions. mariage, on ne divorce pas. On ne va pas au tribunal pour demander le divorce. Elle va avec le petit frère en présence des deux familles, comme l'a été. Et c'est la honte. Quand on vous dit souvent qu'on ne dévoile pas l'infidélité de sa femme, c'est elle-même, si elle est frivole, elle va s'afficher. Comme c'est le cas, à ce moment, elle a la famille, on la laisse de la famille. Et, on me disait, deuxième chose, elle, si elle est plus âgée que ce jeune homme-là et qu'elle ne peut plus faire d'autres enfants, elle a la charge de trouver une épouse plus commode. Ah, voilà. Bon, maintenant, s'ils sont même âge, ils peuvent continuer leur vie jusqu'à la fin de la séparation. C'est comme ça que ça se fait. D'accord. On va s'arrêter là pour l'histoire de ce matin, madame, monsieur, et tout de suite prendre la colère de Charlam. Là, tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question du rôle des conseils municipaux dans ce pays. On parle des mairies, on parle de l'élection des maires, installation des exécutifs communaux. À la fin, ils vont devoir s'asseoir pour travailler. Mais depuis qu'ils travaillent, une question ne cesse de tarauder. Qui gère effectivement la commune? Le maire, le clan du maire, ceux qui ont coopté le maire, ou le conseil municipal qui donne quitus au maire dans ce pays. À quoi nous servent les conseils municipaux si les résultats ont la même fin que les élections? Contestation. On se rappelle des cas de Douala Premier, il n'y a pas longtemps, où les conseillers se sont levés pour dire qu'on n'est pas d'accord. Savez-vous
que c'est du rôle du conseil municipal de voter le budget communal et les taux d'imposition locale. Création et suppression des emplois d'agents communaux, autorisation d'acquisition et de cession des biens communaux, approbation des emprunts de la commune, vote des subventions, fixation des tarifs des services communaux du stationnement sur la voie publique, adoption du plan local d'urbanisme, implantation des écoles primaires et maternelles publiques, pour ne citer que cela, sans toutefois faire mention des nouveaux ajouts du plan de la décentralisation, comme on parle ces derniers jours. Savez-vous que le conseil est presque toujours sous l'influence du maire? Peu sont les exécutifs où les conseillers peuvent parler pendant les conseils municipaux. La majeure partie appartiennent au camp du maire, même s'ils sont de l'opposition, nous dit-on. Peut-on donc dire que les élus réunis en conseil représentent vraiment la population et leurs intérêts? Tel peut être le point d'interrogation. Comment comprendre que l'ensemble des décisions qu'ils prennent sur les orientations et les priorités de la municipalité ne servent que leur affaire, jamais celle des populations? On peut prendre sur les 6 mairies que compte la ville de Douala, on peut prendre et vous allez vous rendre compte que très peu sont celles-là qui mettent en avant et au devant les populations. Comment comprendre la supercherie que certains exécutifs municipaux, au regard des multiples problèmes auxquels font face au quotidien les populations de leur arrondissement, ne cessent de pratiquer? Est-ce qu'on peut dire, dans le cas du Cameroun, que nos conseillers s'assurent que les services offerts répondent véritablement aux besoins de la communauté? Est-ce que cette communauté elle-même est associée aux réalités parce que chaque conseiller habite un quartier qui a lui à ses réalités? D'ailleurs, comment comprendre ces mandats cauchemardesques qui n'ont véritablement pas contribué à l'amélioration optimale des conditions de vie des populations? Que dire de l'absence totale du bilan des activités des grands conseillers siégeant à la mairie ou à la communauté urbaine de Douala, pour appeler comme on le faisait avant? Savez-vous que les conseillers municipaux souffrent du non-respect réglementaire du nombre de sessions pendant leur mandature, l'absence d'un plan d'action et d'un tableau explicite déclinant dans le détail et par étapes la feuille de route sur laquelle ce budget devrait s'adosser, parce que tout est tenu par une seule personne, le maire? Rappelez-vous du cas de Douala Premier pour comprendre de quoi je parle. Peut-on dire dans le contexte du Cameroun que les conseillers municipaux préparent leur participation aux sessions du conseil dans le sens préparation d'action, évaluation de l'action de l'exécutif et j'en passe? Peut-on dire que les conseillers savent recueillir et défendre les intérêts des populations qu'ils représentent? Peut-on dire que les populations participent mieux au contrôle citoyen de l'action du maire dans la commune? Point d'interrogation. Peut-on dire que les participants, les conseillers municipaux, maîtrisent le langage du développement local, de la gestion communale? Comment donc comprendre que les conseillers, depuis la nuit des temps, n'ont de cesse qu'à valider l'action du maire plutôt que de s'en plaindre? Comment comprendre toute cette corruption qui circule dans les communes lors de la préparation des conseils municipaux? Comment comprendre tout ce trafic d'influence commis par ces personnes dépositaires de l'autorité publique qui abusent du crédit réel ou supposé que leur donne mandat? Comment comprendre que dans la majeure partie des cas, c'est le maire qui convoque toujours les dates du conseil? Comment comprendre tout ce trafic qui existe dans la majeure partie des communes? Marchandage, corruption, trafic d'influence et même menaces. Comment comprendre tous ces clans qui se forment? Ces invitent à émarger en secret de certains conseillers municipaux lorsqu'on prépare les conseils municipaux. On vous invite à passer rencontrer le secrétaire particulier qui vous décaisse soit des bons de carburant spéciaux, soit des dépannages spéciaux. Pour quelle raison? Dieu seul le sait. Certains conseillers se retrouvent à vivre en cachette aujourd'hui et leurs épouses menacées par des inconnus jour et nuit, tout simplement parce qu'ils semblent avoir joué un mauvais rôle. De quel rôle s'agit-il? Parce qu'il y a certains maires qui se retrouvent expressément à refuser la contradiction en muselant certains conseillers municipaux. Est-on en train d'entrer dans ce genre de comportement avec nos maires élus parce qu'il y a déjà des conseillers municipaux qui disent que ça ne va pas
dans les mairies parce que les maires pointent du doigt, les maires menacent dans l'ombre. Les collectivités territoriales décentralisées, c'est là la grande question avec les mairies, les communes d'arrondissement, et on voit très bien que là encore, il se crée un jeu de pouvoir, hein, avec les conseillers municipaux qui doivent normalement, et vous l'avez dit, donc accompagner et contrôler ce qui se passe au niveau de la mairie, contrôler l'exécutif communal. On est exactement dans le même champ, hein, que lorsqu'on parle de l'exécutif et du législatif. On est clairement dans cette séparation des pouvoirs et comment est-ce que les uns et les autres s'annulent ou s'annihilent par rapport à tous les sujets qui sont abordés, notamment sur le contrôle de l'action de l'exécutif par le conseil municipal. Bon, Bengan, que doit-on comprendre de cette situation? Il y a deux orientations majeures. La première orientation est d'ordre, je dirais, institutionnel ou alors réglementaire ou alors ce que prévoient les textes. Et la deuxième orientation qui fait office de fonctionnement, comme le décrit si bien Jean Lamel, c'est ce qui n'est pas écrit. Donc, nos coutumes, nos habitudes, on a fini par penser que puisque nous sommes habitués à faire ceci, c'est ça qui est la règle. Mais la règle, c'est quoi? Et Charles Lamel a très bien fait de poser la question. Vous êtes conseiller municipal, vous êtes conseiller du maire, ou bien vous laissez le maire. Bon, c'est un peu ça le problème aujourd'hui. Mais ils oublient qu'ils sont des conseillers municipaux et qu'ils ont en place, c'est ce que prévoient les textes, conseillers municipaux. Vous mettez en place les représentants, c'est ça qu'on appelle l'exécutif communal, en leur confiant une mission. Il y a une première mission qui est une mission, j'allais dire, d'ordre étatique, qui est encadrée par le secrétaire général de la mairie et le receveur municipal. Et bon, et ils ont des services qui peuvent appeler hygiène technique et tout, qui sont là. Mais maintenant, les services ne sont renforcés que par des commissions. Première chose, les adjoints doivent avoir des attributions. Et vous, les autres conseillers municipaux, vous êtes dans des commissions, finances, techniques, ainsi de suite, hygiène et salubrité. Et vous votez vos lois. Et votre loi, Charles Lamel l'a dit, c'est les délibérations dans les sessions. Je pense qu'il doit y avoir, pour le cas du Cameroun, 4 sessions annuelles. Parmi les 4 sessions, je pense qu'il y a une seule session qui est consacrée au budget, où on vient voir voilà, combien on a dépensé et tout ça, le compte administratif. Mais les autres, vous votez vos lois, vous faites des délibérations. Et c'est justement cette délibération-là que l'exécutif communal a l'obligation, je dis bien l'obligation, de faire suivre sur le terrain. Donc c'est vrai, puisque c'est le maire qui est au front office, on le voit, on dit le maire, a fait ci, le maire, mais on oublie généralement les conseillers municipaux. Mais en fait, ce que fait le maire et ses adjoints devrait être, j'allais dire, le travail de tout le monde, y compris des populations, parce que au sein des sessions qui procèdent à ces délibérations, les populations doivent participer. C'est d'ailleurs pour cette raison que la France nous a aidés. Après, on va dire qu'on est... on est souverain et vient même de nous donner, je pense avant le départ de Madame Robinson, nous a donné 400 milliards en disant que le programme national de développement participatif, bon voilà, il y a des amis qui nous aident comme ça, après on dit qu'on réfléchit beaucoup. Bon, il y a la participation des populations qui viennent, mais les populations ne votent pas, mais ils participent à ces débats au sein de ces sessions qui votent les lois, qui votent ces délibérations-là. Et pourquoi on peut envoyer dans quel quartier, je veux dire, on peut privilégier les bornes fontaines et ailleurs, on reprofile les routes et quelque part ailleurs, on fait peut-être, on construit les salles de classe. C'est précisément relativement aux priorités des villages, des quartiers, ainsi de suite. Parce que nous pouvons avoir les mêmes problèmes. Et on dit, la priorité à Bonanjo, c'est quoi? Vous allez à la priorité, notamment à Bonanjo, ne peut pas être, je ne pense pas, les boutiques.
Alors qu'à quoi on va dire aménagement pour le commune de Douala Premier, par exemple, on dit non, les drains sont à Bonanjo, vraiment, les pluies qui annoncent là, on risque d'avoir une inondation. Donc la priorité, c'est les drains. Alors qu'à quoi on va regarder peut-être les problèmes de boutique, d'aménagement, c'est comme ça que ça devrait être fait. Mais sauf que les conseillers municipaux, dès qu'on les élit, ils attendent que le maire est allé à Yaoundé, les cartons sont arrivés, est-ce qu'il peut me donner ici, est-ce qu'il peut me donner là? Et c'est en réalité à ce moment-là qu'on ne peut pas avoir une bonne lisibilité, parce qu'on bien reste aux pratiques. Et le maire aussi, elle dit non, dis donc, toi, tu vas accompagner madame au marché, il te donne ici les enfants, voilà, tu vas inscrire tel enfant là-bas. Bon, au point où il rentre de Yaoundé avec les cartons, avec les ceci. Bon, vous n'avez pas le secrétaire général de l'Amérique, quelquefois même, il ne sait pas, il ne comprend pas le comportement, il ne peut pas vous dire, mais conseiller, non, le maire a Est-ce que cette situation, cet état de fait, est propre aux communes où on a une écrasante majorité du parti au pouvoir, ou c'est autant de l'opposition que le parti au pouvoir? Autant de l'opposition que du parti au pouvoir. L'opposition avait commencé à vouloir mettre sa touche propre, parce que nous l'avons vécu ici à Douala, à l'ouest, dans le nord et le sud-ouest également. Parce que je parlais là du Social Democratic Front, qui était différent des communes gérées par l'UNDP par exemple. Je ne fais pas injure à ce parti, parce que le Cameroun francophone est trop dans les pratiques, ne veut pas être dans les textes. Or, le SDF avait apporté dans une zone francophone les pratiques des anglophones, qui veut dire que les textes, c'est-à-dire quelqu'un vous dit I bring you to court. Quand il dit I bring you to court, ça veut dire qu'il pense qu'il a raison et que les textes prévoient qu'il a raison. Donc quand on a voulu apporter ça ici, on a commencé à bloquer à Yaoundé pour que précisément les mairies soient au même niveau de délabrement, au même niveau de détournement, au même niveau, j'allais dire, de phagocytage par l'administration centrale. Donc finalement, c'est devenu, j'allais dire, le chant de tout le monde, le refrain de tout le monde, les mauvaises pratiques. Mais comment on peut comprendre tous ces jeux qui se mettent en place avec même des menaces de mort pour ceux des conseillers qui sont considérés comme des dissidents et des rebelles, alors qu'on nous dit tous les jours que les communes n'ont pas d'argent? Oui. Mais abandonné, non, parce qu'il y en a toujours. Tous les Camerounais ne sont pas corrompus, quoi qu'on dise. Il y en a, mais ils sont moins nombreux. Ils sont une très minorité. Ils sont en minorité. C'est pour ça qu'on les menace. Parce que quand vous êtes, je parle de prendre une commune, j'allais dire, qui n'a pas trop de conseillers, c'est 25. Vous avez un conseil municipal de 25 conseillers. Vous allez trouver un ou deux seulement qui vont dire au maire que non. Ce qu'on nous a donné là comme information, c'est que le nombre de cubages pour les exploitants forestiers, c'est tant. Donc ça doit rapporter tant à la mairie. Pourquoi vous ne pouvez pas nous dire que, bon, moi, même les émoluments, là, je ne prends pas. Et que vous voulez dire, bon, les autres vont dire, ah, dis donc, n'est-ce pas, on fait comment, on va faire comment? Bon, ceux qui disent on va faire comment, ils sont nombreux, vous, ils sont 23, vous n'êtes que 2. Finalement, quand vous allez dire, et au quartier même, on vous dira, ou au village, non, dis donc, c'est votre parti. Dis là-bas que le maire t'a refusé. Bon, au point où, quand il sait qu'il y a la prison à côté, parce qu'il s'est dit, voilà, si les deux conseillers là portent plainte et qu'on vient mettre le nez, le contrôle supérieur de l'État ou quoi vient mettre le nez, je peux avoir des problèmes. Il procède donc par des intimidations de ce genre-là. Et ce sont ces intimidations. Ça marche dans des autres communes et au village, mais apparemment, ça n'avait pas marché ni à Yaoundé 6, ni à Douala 1er. Ouais. En fait, là, je prends les deux, là. Ça n'avait pas marché là-bas. D'accord, on voit très bien. Oui, Yaoundé 6 et Douala 1er. Et Douala 2 est spécifique parce que là-bas, le maire qui était là a vu. Parce que quand vous voyez même comment elle a géré les bensiquinaires, parce que quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Parce qu'il y avait tellement, le désordre de bensiquines aurait pu. Mais il a impliqué les conseillers et même les populations pour l'encadrement
des mototaximens en leur disant voilà. Et ce sont les mototaximens même qui contrôlaient les autres frères en disant non, toi tu n'es pas de Douala 2, toi tu es de Douala 2, viens régler tes trucs. Donc, oui. Voilà. Ok, c'est compris, Bombok. Dominique Audrey. La question des conseillers municipaux est très intéressante dans ce sens que, à la base, dans des mairies, les conseillers municipaux sont les acteurs principaux de la démocratie locale. C'est pour ça que dans une mairie, en principe, on doit avoir une coloration de différents partis politiques pour pouvoir avoir des débats pour gérer cet espace-là. Le rôle d'un conseiller municipal, lorsqu'on a eu des électeurs au niveau de la mairie, c'est de respecter les promesses à eux faites pendant les campagnes, de défendre leurs besoins, de défendre leurs envies et d'assouvir tout ce qu'on leur a promis. Et c'est à ce niveau que généralement on se retrouve à faire des délibérations. Moi, j'ai appris que les conseillers municipaux ont plus de pouvoir, je veux dire dans la logique, ils ont plus de pouvoir que le maire, en ce sens que c'est à eux de décider d'un projet communal, par exemple de réparer une route. Il suffit juste qu'il y ait une délibération et qu'ils aient décidé qu'on fasse tel tronçon ou bien qu'on approvisionne tel endroit en eau, qu'on vote et que le maire lui simplement exécute cette décision-là. Maintenant, le seul moment où le maire a la possibilité de venir contre cet avis, c'est au cas où ce projet va à l'encontre de l'intérêt général des populations. Donc, en ce qui concerne les nouveaux maires et autres, ils gagneraient à avoir pour une bonne politique gouvernementale locale, une bonne politique locale, à avoir une communication fructueuse avec leurs différents conseillers. Et ceux-ci doivent peser de tout leur poids pour pouvoir bien gérer leur commune. Karine. Aujourd'hui, on parle des conseillers municipaux ou encore du rôle du conseil municipal. Ça me ramène bien à ces commissions qu'on crée souvent dans ces mairies-là, commission des finances, affaires sociales, infrastructures et la commission des grands travaux. Hygiène et environnement. Ces commissions-là, généralement, on nous dit qu'elles ont le but d'émettre des propositions, elles sont à but parfois d'enregistrement, mais qui ne peuvent pas mener une action sur le terrain. Sauf que on sait bien que chaque conseiller municipal vient d'un quartier tel que l'a souligné Charles Hamel aujourd'hui, mais on ne voit pas la plupart du temps l'évolution ou le changement que ce conseiller municipal a apporté dans son quartier. Peut-être dans les propositions, ces propositions ne sont pas retenues, mais ce qu'on sait, c'est que la vie des populations au Cameroun ne change pas grand-chose. Peut-être aussi, on peut expliquer en nous disant que la configuration de nos mairies avec les conseillers municipaux est souvent très différente ou difficile parce que l'opposition a souvent une très fine partie et le parti au pouvoir est généralement majoritaire. Mais ce qui nous inquiète, c'est qu'à la fin du compte, les populations restent avec les mêmes besoins à chaque mandat terminé. Donc le mandat précédent, le besoin c'était les ponts, les routes et ainsi de suite et ainsi de suite. À la suite de ce mandat-là, c'est les mêmes réclamations que les populations ont, alors que ces conseillers municipaux ont le devoir de défendre les citoyens de leur commune tout en apportant une amélioration à leurs conditions de vie. On a l'accompagnement des populations en termes de sensibilisation, éducation, formation des populations, budget, participation et autres là, mais qui ne s'y est pas. Aujourd'hui, on nous parle par exemple du coronavirus. Peut-être c'est l'action que devraient aujourd'hui chercher à mener nos conseillers municipaux pour mieux sensibiliser et éviter que les citoyens ne tombent dans la panique si c'est ce que le gouvernement camerounais veut. Mais toujours est-il que dans un cadre de décentralisation, s'il faut vraiment parler de décentralisation, c'est leurs actions qui se rapprochent le plus des populations. Et tant que les populations ne les voient pas, ne connaissent pas les conseillers municipaux, on a quand même l'impression qu'à la fin du compte, les populations qui ont voté restent perdantes de leur initiative. On peut bien réclamer tout ce qu'on veut, mais à la fin du compte, c'est l'hygiène et la salubrité qui restent le même problème dans tous les quartiers, dans toutes les mairies et dans toutes les villes du Cameroun. Le développement des infrastructures, on ne les voit pas beaucoup. Et pourtant, dans une mairie, ce sont eux qui votent les lois, les budgets et ainsi de suite et ainsi de suite. Mais à la fin, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le maire a trop de pouvoir dans la mairie? Est-ce qu'il se positionne
en distributeur de tâches plutôt qu'en socialiseur ou encore en accompagnateur. C'est tout ce qu'on se pose comme question. Parce qu'à la fin du compte, si vous avez une mairie qui n'évolue pas, il y a des questions. Peut-être que la mairie nous parle directement de décentralisation, mais que là-bas, à l'intérieur, c'est centralisé. Le maire a tous les pouvoirs et donne des tâches vraiment quelconques aux conseillers municipaux et autres membres de l'exécutif communal. Voilà, donc sur ces questions des conseils municipaux et du conseiller municipal sur ces questions-là, sur le vote des délibérations, on voit très bien que là encore, c'est un pouvoir certain. Mais sauf que Chalamel, votre colère ce matin tend à nous démontrer le contraire. Monsieur Eric Fopoussi, il y a un maire qui a été élu récemment qui a dit à ses conseillers que j'ai dépensé beaucoup d'argent pour devenir maire. Le premier qui s'oppose, qui va chercher à me mettre les bâtons dans les roues, va me voir. Il ne s'est pas caché pour le dire aux conseillers municipaux en disant que je vais fermer les yeux, faites vos choses, mais celui qui va me nuire, je dois récupérer mon argent. Voyez jusqu'où on parle en termes de commune. Où quelqu'un dit, j'ai dépensé beaucoup d'argent, je dois récupérer d'abord mon argent. Alors vous pensez que la première session, le premier conseil municipal, ils vont venir s'asseoir là pour rire? Chacun va dire que je suis venu chercher, récupérer mon argent. Dans vos histoires-là, fermez d'abord les yeux, inventons un plan d'action, inventons tout ce qui est connerie et faisons passer. C'est le caddie, c'est la secte, nous tous on meurt à l'intérieur. Voilà l'esprit. Est-ce que c'est les populations qui votent le maire? Vous avez vu les dernières élections, M. Eric Fopoussi, où tous étaient derrière les têtes de liste. La majeure partie des têtes de liste sont arrivées au finish. On les a mis en 3e, 4e, 5e. C'est un non-name qu'on a fait sortir par cooptation. Déception totale. Allez savoir, j'ai dépensé par 20 millions, les bas 40 millions, les bas 50 millions. C'est les appels qui venaient du comité central, c'est les appels qui faisaient ceci, c'est les commissions qu'on envoyait sur le terrain. Eh bien, qui en pâtit, c'est le peuple. Un gars qui a dépensé 30 millions, lorsqu'il arrive, il doit avoir récupéré ces 30 millions. C'est ce qu'on dit la preuve, on le dit pour certains. Quand d'armée ou quand vous réussissez le concours, vous faites quelques tours en Motengene. Quand vous êtes en route, c'est d'abord la de tontine que le prêt que vous avez fait pour rembourser. Voilà l'esprit que les Camerounais ont. J'ai discuté avec un conseiller municipal qui m'a fait comprendre que, monsieur, avant qu'on organise tout ce que vous préparez comme proposition, on prend à côté. Il n'y a qu'une seule personne qui arrête tout, c'est le maire. Et il prend quelques questions, il donne à ses amis conseillers, il dit, bon, vous proposez. Dès que les gars commencent à proposer, valider, proposer, valider, proposer, valider, proposer, valider. Oh, c'est le maire. Est-ce qu'on peut travailler comme ça? Il faudrait que les Camerounais sachent que c'est encore une connerie, une terrible forfaiture, ces histoires de conseils municipaux. La preuve est faite de tout dans certains communes d'arrondissement. Vous allez vous rendre compte que même pour avoir l'engin de la mairie, pour profiler un axe que vous avez demandé, tout vous devez louer. Parfois, les gens préfèrent éviter ceux de la mairie et les prendre ailleurs. À quoi servent donc les conseillers municipaux qui vont statuer là-bas, M. Eric Fopoussi? Donc vous vous rendez compte que, en fait, c'est une réunion des copains, c'est des amis. Et puis, je vais vous dire, M. Eric Fopoussi, que vous avez des gens même de l'autre bord, quand ils arrivent, ils sont obligés de s'allier avec la majorité de la mairie pour pouvoir eux aussi goûter du miel. En tout cas, on a vu des cas. On a vu des cas comme ça. Hein. Oui, on a vu de nombreux cas d'ailleurs comme ça, des conseillers municipaux qui sont issus des partis politiques de l'opposition qui, malheureusement, ont toujours voté toutes les délibérations dans certaines communes au Cameroun. Allez savoir comment ça se passe, comment ces gens-là peuvent vous regarder les yeux dans les yeux et vous demander un autre mandat de conseiller municipal à la prochaine élection municipale. Donc c'est clair que sur cette question, il y a beaucoup de choses à relever par rapport à la gestion de nos communes, de nos mairies, sur les jeux de pouvoir et les contre-pouvoirs qu'il devrait avoir entre le maire ou l'exécutif communal et les conseillers municipaux. Il faut quand même rappeler que le maire déjà lui-même il est conseiller municipal. Donc on part sur la base de ce que le rapport est très égalitaire au départ.
pouvoir. Ce n'est pas contraignant comme au niveau du président et des députés. Là, on part sur la base que vous êtes tous des conseillers municipaux et que normalement, vous devriez vous parler sincèrement les yeux dans les yeux, sans quelle condescendance. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que vous dites. On voit très bien qu'il y a des marionnettes qui sont seulement là pour accompagner le maire et qui se font acheter à tout bout de champ, qui comptent sur des prébendes et tout cela. Et comment va-t-on réussir à nous en sortir dans un pays comme ça où les gens ne pensent qu'à leur panse, ne pensent qu'à leur ventre? Les dernières mandatures, on a vu, je ne vais peut-être pas le citer ici, mais on a vu les représentants de certains partis politiques, j'ai pas envie, c'est même pas vraiment plaisant de le dire, porter les sacs. D'autres, des maires, porter le sac, faire les commissions, comme Bombok disait, je vous assure, faire les commissions, et les commissions les plus basiques, monsieur Eric Fopoussi, pour avoir quoi? Pour avoir combien? Quel est l'honneur que l'on a à être conseiller municipal? C'est d'arriver. Bombok a parlé de Douala Premier. Allez voir, vous allez voir sur Internet que à la mairie de Douala Premier, Ilaise Ipan était le gars le plus détesté parce que chaque fois qu'il se levait, chaque fois qu'on présentait, Ilaise Ipan était la première qui disait attends, ici il y a faute. Ici, il y a tel problème. Il était l'homme à abattre. À Douala Première, monsieur Eric Fopoussi. Maman a parlé tout à l'heure. Il faut citer le nom de certaines personnes, puisqu'on a parlé de Douala Première. Donc, c'est dire à un moment donné qu'on se dit qu'on est en train de travailler pour le peuple. On regarde le président de la République. Non, c'est lui. Mais à côté, on a les communes où des individus ont prêté serment en disant on va défendre les intérêts du peuple. Mais arrivé là-bas, le gars qui marchait à pied, après 3 sessions, il s'achète un véhicule, vous le voyez rouler avec le véhicule, vous demandez, mais attends, le véhicule que ce gars a, il était dans cette histoire de l'argent comme ça, alors que c'est les intérêts des populations. Ils prennent tous du poids. Mais vous avez raconté une histoire ici. Vous êtes allé loin, mais c'est vrai. Premier où on voulait faire une délibération par rapport à un projet et puis tout le monde dans la salle a levé le doigt sauf un parti de l'opposition et la représentante du parti d'opposition dans la salle n'avait pas levé sauf que son camarade a levé le doigt, elle n'a rien compris. Voilà. Donc il était vraiment hors jeu dans leur programme. D'accord, merci. On va, madame, monsieur, s'arrêter là pour cette première partie de l'émission. Restez avec nous sur Equilox Télévision. Nous sommes de retour dans quelques minutes pour la deuxième partie. Retour sur ce plateau, madame, messieurs, 10-12, le zénith de ce jeudi 12 mars 2020. Merci à vous de nous retrouver pour cette deuxième partie qui va donc débuter comme chaque matin avec quelques messages que nous lirons pour les 2 sujets que nous avons abordés en première partie de cette émission avec vous, Karine Sontia. On ne reconnaît sa force qu'une fois qu'on l'a éprouvé et les blessures du cœur laissent des marques plus profondes que celles du corps. Brice, tu dois te montrer fort malgré le coup de poignard que ta compagne t'a lâchement infligé dans le dos. Tu dois laisser partir cette femme même avec les jumeaux et refaire ta vie avec une autre. Henri Michel Cham. Bon, c'est pas aussi simple que ça. Hein. La vie n'est pas comme ça. La vie est très complexe. Il y a beaucoup de paramètres, il y a beaucoup de données qu'on prend en compte lorsqu'on a les responsabilités. Et c'est ça d'ailleurs le malheur aujourd'hui, c'est que nous avons des gens qui ont une vision très simpliste de la vie. Hein. Je prends mes enfants, je pars. Donc les gens pensent qu'on peut se lever comme ça, d'un coup de tête et décider. Non, il y a beaucoup de paramètres, il y a beaucoup d'enjeux. Et Bombok a essayé de dire comment est-ce que nos sociétés africaines multimillénaires avaient prévu de régler ce type de cas, parce que ce n'est pas nouveau sous le soleil. Hein. Ce n'est pas des cas nouveaux, c'est des cas qui existent, qui ont existé. Et il y a une façon de régler ces cas-là. Et Bombok l'a si bien dit, ces cas-là, on les règle parce que la femme est le centre du monde. Parce que la femme est en définitive celle qui décide de où elle va. Elle a été dotée par une famille, c'est pourquoi on parle de famille là maintenant. Et les secrets de famille sont plus importants que tout. Donc on va ici pas regarder les individualités, pas regarder le cas individuel de chacun. On regarde comment la famille va continuer à avancer sereinement sans être bouleversée. Donc il faut que lorsqu'on est en face des situations, des problèmes, qu'on regarde tout en termes de globalisation et qu'on ne se mette pas à penser qu'à soi.
Karine. Un autre message, je suis d'habitude d'accord avec les principes bantous, mais là je pense qu'il faut donner raison aux occidentalisés qui disent qu'un homme doit vivre dans sa maison uniquement avec sa femme et ses enfants, sauf en cas de force majeure. Oui, là ils ont raison, cette femme va diviser et la famille et les enfants, peu importe le calme olympien dont fait preuve aujourd'hui cet homme. À la fin, ça va péter et je n'ose imaginer ce qu'il adviendra. Ça, c'est un message de Tony Frank Damchou. Les Bantous, justement, n'autorisent pas, c'est ça la mère l'a précisé, quand vous avez un certain âge, un garçon, vous ne venez pas. Quand la femme va en mariage, elle est accompagnée par une fillette, soit de sa famille, soit de la famille de son mari. Maintenant, même lorsque la fillette, si elle vient du côté de sa femme, elle commence à grandir, on sait que le mari de la femme peut commencer à regarder, on trouve une passerelle, on la fait partir. C'est comme ça que ça se fait. Donc, ne pensez pas comme vous dites, le monde ne commence pas aujourd'hui. Donc, en fait, il y a des situations difficiles qui peuvent amener une famille à gérer une crise. Par exemple, je devais trouver avec votre petit frère qui vient là pour lui, mais et malheureusement, comme la chair est faible, et on aboutit à des situations comme celle-ci. C'est condamnable en tous les cas. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'on dit? Ça date même de l'année 1222, dans la charte de Tombouctou. Lisez l'article 14. Lisez l'article 14. Il est interdit d'humilier la femme, notre mère. C'est comme ça que c'est écrit. Tout à fait. C'est comme ça que c'est écrit. D'ailleurs, on ne dévoile pas l'infidélité de sa femme. Ça ne veut pas dire qu'on pousse la femme à être infidèle. Tout à fait. Parce qu'on la prend comme digne. Lisez l'article 14. De la charte de Cancan de 1222, vous verrez. Et puis, il faut rappeler aux gens qu'être un homme, c'est aussi ça aussi. Oui, hein? Oui, voilà. Aimé Césaire dit, dans une tempête, être homme, c'est pouvoir se dominer dans toutes les situations, même les plus énervantes. Tout à fait. Et d'ailleurs, même Rousseau reprend ça dans les rêveries du promeneur solitaire, où il raconte évidemment comment on est face justement à sa responsabilité et face à sa conscience et comment on surmonte tout ça. Karine, continuons rapidement avec ces messages, je vous en prie. Pour l'histoire du jour, cette femme est une sorcière déguisée. Brice doit juste récupérer ses enfants et laisser cette femme continuer son chemin sans toutefois adresser la parole à son frère. À la longue, cette femme deviendra la proie de tous les hommes de cette famille. Il y a beaucoup de travail à faire. Hein. Même les femmes qu'il a fait, c'est toujours les femmes de son petit frère. Hein. C'est les enfants de son petit frère. Voilà, Bobo. S'il n'est pas là, il y a beaucoup de travail à faire. Hein. Oui, il y a beaucoup de travail. C'est pourquoi, et d'ailleurs, parce que beaucoup aujourd'hui, d'abord, beaucoup aujourd'hui ne comprennent pas le sens de ce que l'on faisait à l'époque, de ce que lorsque un homme mourait, venait à mourir, son frère devait laver la veuve, son épouse. Beaucoup ne comprennent pas le sens de ça. Beaucoup regardent ça avec un peu de nausée. Ils se bouchent le nez, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est barbare, comme si la barbarie, je sais pas. Il y a quand même des choses, quand on observe bien aujourd'hui, on se rend compte que nous perdons pas parce que nous sommes ce que nous sommes. Nous perdons parce qu'on a oublié les règles qui ont permis à notre société de marcher pendant parce qu'on ne des sait pas observer. Comment vous pouvez imaginer qu'une veuve reste? Les femmes qui font des rites de veuvage, en fait, les gens qui font des rites de veuvage, ce ne sont pas les hommes. Comment se fait-il donc qu'elle sort des rites de veuvage où elle est encadrée par des femmes, les autres veuves, et elle se retrouve avec le frère de son mari? Ça veut dire qu'il n'y a aucun homme là-dedans. Comment les femmes font donc-ils pour que la veuve prenne le frère de son mari? Tout à fait. De son défunt mari. C'est précisément parce que la première question qu'on lui pose, est-ce que du vivant de ton mari, tu as eu à flirter avec un de ses frères? Ça sonne mal. Non, mais pourquoi? Quand c'est non, vous pouvez, la veuve, partir. Vous pouvez partir. Parti pour aller où? En fait, vous devez rester en famille. Voilà. Non, mais vous devez rester en famille. Non, j'ai dit quand dit partir, c'est pas le lendemain. Ce n'est pas. C'est que vous êtes libre. Voilà. Vous êtes libre. Maintenant, la liberté, vous pouvez dire je reste à côté de la tombe de mon mari. Voilà. Elle n'a à partir nulle part.
ceci pour son propre bien voilà. et pour le bien des enfants. Donc, il ne faut pas... C'est des règles, ça a été établi comme ça, de grâce pour ceux qui... non, mais je dis parce qu'il y a une vision, on va dire, chacun sa vision. C'est pas chacun sa vision. Nous sommes 7 milliards d'individus. On doit épouser la vision de qui donc? Non, on doit épouser la vision de la globalité. Non, mais c'était On pas peut aller vraiment chercher encadrer les chacun. enfants de la Tu même parles, façon. qu'est-ce que tu penses quoi? Tu parles non. Il y a des règles communes. On est obligé de l'appliquer. Même en démocratie, on élit bien des représentants qui vont voter pour nous. Je vous cite Attention. Même si après, la ils font rien du tout. suffisance, Bon, maintenant après, c'est un débat. ce qui se passe chez les Manguissa. Vous allez vous rendre compte que lorsque la sœur part, décède, on prend l'une des petites sœurs qui continue à faire des enfants, qui n'est pas mariée, qui continue à faire des enfants. Vous allez vous rendre compte que dans la structure familiale Manguissa, les enfants ne sont pas autant déséquilibrés, autant déphasés face au décès. Il y a une d'ailleurs, continuité. Contrairement à d'autres où lorsque la maman vient décéder, on va chercher une femme qui vient ailleurs, qui prend les enfants, met à côté, martyrise les enfants. C'est important. Donc c'est la continuité. C'est important. D'ailleurs, je voulais quand même d'ailleurs profiter pour... que votre sœur martyrise vos enfants. J'aimerais profiter quand même pour saluer également chez les Manguissa le fait que c'est des personnes très sociables qui ont le sens de la famille, qui ont le sens de la famille. Vous les voyez toujours soudés. Non, mais je dis sincèrement. Mais je vous dis, si on avait Non, un État, c'est-à-dire qu'ils sont très solidaires en famille. si nos dirigeants étaient sérieux, Oui, on aurait demandé aux Manguissa de nous donner les cours de socialisation. tout à fait, bon. La famille. Oui. En principe. Parce que vous allez en Occident aujourd'hui, ils nous regardent en Mondovision. Vous savez que Tous vont chez les psychiatres. Ouais. Voilà, Et maintenant, même les psychiatres européens S'en font chez d'autres psychiatres. voilà, Mais Parce qu'ils sont les malades. divorces, parce qu'ils ne savent pas. Tout le monde est malade en Europe. tout à fait. J'ai dit, Se tout voir le les monde est problèmes malade. des gens Au tous les Canada, jours, ça. vous ne pouvez pas compter le nombre de suicides des hommes. Je veux dire, par semaine, il dépasse 100. Et d'assassinat des épouses aussi. D'accord. Oui, ils sont malades. Ok, on va... Est-ce qu'il y a d'autres messages qu'on pourrait lire tout de suite ou bien on passe à autre chose Toujours rapidement? pour l'histoire du jour. Ah d'accord, ça intéresse beaucoup ce matin, hein, l'histoire Ouais. du jour. Allons-y, ça intéresse les Camerounais, allons-y. Ce que veut le peuple équinoxe veut. Allons-y. Cette femme ne veut pas arranger les choses. Si c'était ça, si c'était le cas, elle n'aurait pas dit qu'elle part avec les jumeaux. Donc pour moi, il doit se séparer d'elle. Ça, c'est Roland de Ndomo. qui Bon, nous a dit. maintenant il n'est pas question de la femme. Maintenant c'est la famille qui va se Sauf que réunir la femme, pour gérer ça. la femme même s'est mal comportée parce que la femme aurait dû aller rencontrer le chef de famille et dire au chef de famille Tout à fait. En voilà principe, la c'est ça. situation, voilà la situation Ou que la je vis. mère qui... D'abord, mère. c'est difficile À de le dire dire. à votre mari Oui, à le combien dire. de fois Parce le dire que- à son chef Non, de on ne famille. parle, justement, on ne parle pas à son mari. Elle Quand parlait, on fait c'est ça, ce je n'est vous pas dis, son mari. Parce que l'homme là, Justement, monsieur, dans la procédure, je vous c'est pas assure ça. que C'est ça, il c'est a d'abord pour le une moment discipline. un calme olympien. Comme Si il est tu venu casses voir les Dominique, dents là, tu vas faire comment? dit à Dominique, Tu vas dire il que peut j'ai... me la tuer. Non, mais- mais je lui ai dit la vérité. Attends, Non, monsieur, ça ne il se faut passe pas pousser. comme ça. On Il est conseille venu- la femme, justement. Cri passionnel, il est venu voir, il Et a le parlé. mari ne sera pas condamné. Mais directement, là, il est quand même calme. D'accord, en tout cas... Mais c'est ça, être un homme, garder son sang-froid. Ok, en tout cas, c'est pas bien de taper sur la femme. Hein. Non, Attention. c'est bien. Vrai, non, on dit que C'est bien, il y a des monsieur. gestes Il y a des incontrôlés. choses Monsieur Eric qui dépassent Fopoussi, la bastonnade. je vous prends un Non, cas. non, vous allez commencer à faire Je un vous débat. prends un cas, monsieur Eric Fopoussi. Oui. C'est Vous pas n'avez les pas gestes encore incontrôlés que de vécu battre avec sur sa une femme Betty. Peu importe. Chez les femmes Betty, à un moment donné, elle provoque volontairement son mari. Oui. Elle provoque Elles aiment volontairement. ça. Non, non, c'est pas vraiment qu'elles envers aiment ça. les femmes, hein. Elle provoque volontairement parce qu'elle veut une petite bagarre. La plus- Après la petite bagarre, vous allez voir comment ça va ressouder le couple. Et je vous le dis, Tu es un homme. les foyers où l'homme insulte sa femme, il s'insulte à longueur de journée, ils ne se séparent jamais. Ils sont toujours liés. Vous dites que les deux là même quoi. Ils bagarrent le matin, le soir, vous les voyez bras dessus, bras dessous. Ils vont manger le poisson brisé. Et Ils boivent ceux bien. qui sont Julio et Ginette là, moins Les de deux- tu dis ouais, comme mais- ça, et ils sont Ils se séparent. au tribunal. Au tribunal. Ils vont pas. Ils sont... Je crois- Tous ceux qui sont revenus à Julien. Voilà, Mais bon, et puis quand on parle de Roméo et Juliette, ça fait référence La fin est tragique. au naufrage. Donc, normalement, on va tous au naufrage du Titanic.
On va tout de suite prendre Karine Santé à la revue des réseaux sociaux. Oui, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on s'intéresse d'abord à ce sujet. La correspondance adressée au ministre des Finances par le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, qui demande le suivi médical du détenu Yves-Michel Fotso à Rabat. Dans ce document mentionné très urgent, la présidence de la République demande de la mise à disposition de l'attaché de défense près de l'ambassade du Cameroun à Rabat la somme de 99 917 000 francs, 917 374 francs CFA. Pour 2 points, apurement de la dotation initiale qui s'élève à 17 879 914 francs CFA, suivant la lettre du 28 novembre 2019. Règlement, deuxième point, règlement du reliquat des frais d'hospitalisation qui s'élève à 31 352 841 francs CFA. Et enfin, provision pour couvrir ces soins médicaux sur une nouvelle période de 3 mois à hauteur de 40 684 619 francs CFA. Et j'aime beaucoup la fin, hein. Urgence particulièrement signalée. Absolument. Alors, Bombok, d'abord, il faut rappeler que le document, selon les informations que nous rapportait encore ce matin sur Radio Equinox, Paul Sabenana, le document est authentifié, il a eu ses sources à la présidence qui le lui ont confirmé. Alors, d'abord, il y a une indignation des Camerounais, et ça, je veux qu'on partage cela ensemble, au Bengan, qui n'est pas dans le bon sens. Il y a un hors-sujet dans l'indignation que nous avons de puiser des Camerounais, qui font ici on va dire, un rapprochement entre la classe des pauvres et des riches, et pourtant, ce n'est pas là le sujet. C'est pas là le sujet. Vraiment que les Camerounais comprennent. Le sujet n'est pas de dire qu'il est milliardaire ou non, c'est pas ça le sujet. Si on s'engouffre là maintenant, on perd complètement le sens critique d'analyse de cette question-là. De quoi il s'agit concrètement? Non, il s'agit que lorsque vous êtes prisonnier, même si vous êtes multimilliardaire, même si vous êtes milliardaire en dollars ou en euros, l'État qui vous a mis en prison doit vous donner à manger, doit vous soigner, doit mettre en place des mesures acceptables, humainement acceptables. Donc, si l'État du Cameroun décide que constate que son plateau technique n'est pas approprié pour soigner des malades et que qu'il soit prisonnier ou pas, bénéficie d'une évacuation sanitaire, pour le cas de Michel Fotso, il est prisonnier, l'État le prend en charge complètement. Il le prend complètement en charge. Et justement, moi, ce qui est même, j'allais dire, appréciable pour l'État du Cameroun, c'est que, oui, monsieur Fotso, vous avez peut-être les moyens de vous prendre en charge, mais non, vous ne sortez aucun radis. Nous vous prenons en charge parce que vous êtes d'autres prisonniers. Donc, ça veut dire qu'il est là, il est sous le contrôle de l'État et que peut-être là-bas, puisque ça passe par la représentation diplomatique à Rabat, Maroc, c'est que l'attaché militaire ou l'attaché de qui est au VV, il veille à ce que les déplacements, il ne peut pas sortir de l'hôpital, il ne peut pas. Donc, moi, je pense qu'il est sous contrôle total de l'État du Cameroun. On ne veut pas le laisser. Non, il ne peut pas. Donc, c'est comme ça. Ça devrait être fait pour Vamoulke. Ça devrait être fait, je pense, il y a un autre qui est dans... Urbain Olangena. Voilà, les Urbain Olangena, les Charles Metouk aussi, je pense, il a eu des problèmes là-bas où apparemment on l'a même amené ici à Douala parce que l'ophtalmologue qui le suivait, c'était grave. Il y a beaucoup de cas graves comme ça que l'État devrait prendre en charge ou alors améliorer le plateau technique pour qu'ils puissent bénéficier de leurs soins ici. Mais il ne s'agit pas que parce que c'est le fils d'un milliardaire, parce qu'il est milliardaire qu'on l'a pris, non. D'ailleurs que le cas de maladie, il y en a que nous avons... D'ailleurs que Bombok, si on veut rentrer dans le fond de ce dossier, rappelons quand même que Yves-Michel Fotso est celui qui a remboursé le corps du délit. Normalement, on devait le libérer depuis. Absolument. Et peut-être même que l'État du Cameroun est en train de se laver, parce que même dans cette affaire, est-ce qu'on devait le condamner? Absolument. Justement, la question c'est... Oui, est-ce qu'on devait le condamner? Voilà, comme on a voulu théâtraliser les arrestations ici et tout, et je pense à Kéré Mounaï encore là. C'était lui l'avocat de l'État. Oui. Donc, cette affaire-là de BBJ et tout, Yves-Michel Fotso ne devait plus être poursuivi en justice par rapport à ça. On devait voir dans d'autres affaires s'il peut être comme citoyen. Mais pour cette affaire-là,
où il a écopé des dû, ne devrait pas. Il ne devrait pas être condamné, il ne devrait même pas être jugé pour cette affaire-là. Donc, il faut peut-être qu'à un moment donné, la vérité arrive quand même. Et qu'on dépassionne le débat. Qu'on dépassionne. Pour ça, quand même, moi, je partage cette orientation, cette dotation que l'État vient de mettre à sa place. Mais j'ai dit même à l'État qu'à défaut d'améliorer votre plateau technique, il y a le cas de Vamoulke, de Metougo, Langenaya, prenez tous ces cas. Oui. Suite à ce que vos attachés militaires dans les différents cliniques où vous allez les envoyer puissent veiller à ce qu'il n'y ait pas évasion là-bas. Mais il faut leur donner, j'allais dire, leur administrer les soins qu'il faut pour qu'ils recouvrent leur santé. Maintenant, l'autre volet, c'est que au final, le Cameroun doit, à un moment donné, se pencher sur la question essentielle qui est que son système de santé et les équipements médicaux sont précaires. Je ne comprends pas. La CAF nous l'a encore rappelé là, vraiment, tout récemment. C'est quand même Est-ce que c'est la CAF de venir nous dire ce qu'on va faire, alors, par exemple, à l'hôpital général de Douala ou de Yaoundé? Le cinéaste Basek Bakobio avait accordé une interview à nos confrères de Mutation, je pense que ça devait être en 2002. Le titre à la une, tu sais que Mutation est très fort sur les titres. Basek Bakobio disait Paul Biya est le Camerounais le plus chanceux. Et il pense qu'il n'y aura plus jamais de Camerounais aussi chanceux que Paul Biya. Donc, en fait, je comprends pas, vraiment c'est sa chance. Oui. Vous avez les médecins, docteur Yves Basson, Kamta et autres. Voilà, ils montent un syndicat. Au lieu de parler comme des autres syndicats qui disent « et relever notre salaire », ils disent non. Nous sommes comme offusqués de voir les patients mourir. Améliorons le système de santé pour que les gens meurent de moins en moins. Vous voyez des jeunes gens comme ça qui sont prêts, ils ne veulent pas aller à l'étranger, ils disent que nous travaillons ici. Et le ministre Mamafouda, il commence à leur donner des affectations disciplinaires ici. Et même le Premier ministre, Yann Philibon qui était à l'époque, le président de la République ne se saisisse pas du dossier pour dire aux syndicalistes que non, mais les enfants, venez voir. Vous voulez quoi? On a voulu même torpiller ce projet de loi relative à la prise en charge sanitaire. Bon, je ne sais pas quel nom vous allez donner, assurance maladie universelle. La couverture, la couverture santé universelle. Et que cette orientation allait en droite ligne avec les orientations du gouvernement de 2004. Ou passer de la prévoyance sociale à la sécurité sociale. Nous avons un ministre en charge de la sécurité sociale dans ce pays. Et vous avez des jeunes médecins bien formés qui nous orientent là, et vous voulez couper leur tête. Et nous avons de nombreux médecins qui sont allés se former à l'étranger, mais qui ne rentrent pas au Cameroun parce qu'ils trouvent qu'il n'y a pas moyen d'exercer au Cameroun. Chalamel, sur ce débat autour du suivi médical de Yves-Michel Fotso, quelles leçons on peut en tirer? Alors, M. Eric Fopoussi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui détient l'orientation des informations dans ce pays. À chaque fois qu'on veut s'intéresser à des sujets assez importants, on nous sort de la diversion. Hier encore, nous étions à parler de ces deux individus qui étaient à 5 de moyenne, 5 sur 20 de moyenne à l'ENAM, avec ces deux candidats qui étrangement sont sortis 13e sur la liste. On voulait à peine s'intéresser qu'on nous a soulevé la question de Kavaye Djibril qui devait rempiler ou pas, est-ce qu'il est au Cameroun ou pas. Pendant qu'on se prépare à réfléchir sur la question, on en sort maintenant l'affaire Yves-Michel Fotso. Monsieur Eric Fopoussi, il y a l'affaire de l'affaire. Ne nous laissons pas distraire. Il y a l'affaire de l'affaire. Il y a quelque chose qu'on veut masquer là, absolument. Dites-nous ça, non, si vous savez. Ouvrez vos yeux et regardez. Oui. Je peux vous le rassurer, ce n'est pas fait, c'est fait à dessein. C'est fait à dessein. Quelque chose va passer sous silence. C'est peut-être 3 semaines après que vous allez ouvrir les yeux. Il sera tard. Donc, monsieur Eric Fopoussi, on a eu le cas de Simi Meunier. Oui. On a eu le cas d'Inoni Ephraim. On a eu le cas de Yves-Michel Fotso, on a eu le cas de Belinga Boutou, plusieurs personnes, Sadou Ayatou, qui au compte de l'État. C'est quand même trop. C'est quand même trop. Je suis d'accord avec Bombok que c'est à la charge de l'État. L'État ne doit s'en prendre qu'à lui-même. Oui, je suis pleinement d'accord avec ceux qui le pensent. Mais que va penser la pauvre maman Bayam Selam? Que va penser le pauvre étudiant
celui-là qui se dit est-ce que je vais travailler un jour? Que va penser M. Eric Fopoussi? Ces autres prisonniers qui sont là, comme Bambok Cité, Amadou Vamoulke, on va penser à celui Charles Metouk, à tous ces gars. Que vont-ils penser? C'est d'énormes frustrations qu'on est en train de créer. On ajoute la frustration sur la frustration. Regardez les montants. Regardez les montants, M. Eric Fopoussi. Pendant ce temps, on cherche l'eau. Pendant ce temps, on cherche l'énergie. Pendant ce temps, on a besoin d'une prise en charge convenable. Hier encore, décédait une femme, M. Eric Fopoussi, à l'entrée d'une maternité. Tout simplement pourquoi elle arrive, il y a eu coupure de courant. À peine entrée-elle pour accoucher le travail, il y a eu coupure de courant, M. Eric Fopoussi. On a dit qu'on ne peut pas la prendre en charge. Il faut qu'elle change d'hôpital. Et que son mari suive aujourd'hui qu'on a dépensé 90 millions. Écoutez un peu, M. Eric Fopoussi. La psychologie des Camerounais est assez faible, assez déjà fragile, fébrile, pour qu'on se permette de jouer un jeu comme celui-là. Oui, interrogeons aussi le milliard que Michel Fotso avait donné pour la construction de l'église. Quand on a fait la pose de la première pierre, est-ce que cette église est en train de voir le jour? Je vous ai dit, il faut analyser. Non, mais il faut analyser. Chalamel, il faut qu'on parte sur un principe. Hein. Et Michel Fotso a largement les moyens de se soigner. Et même si le choix lui avait été donné, je ne suis pas sûr qu'il serait allé à Rabat au Maroc. Si le choix avait été lui, il serait allé ailleurs. Non, mais je parle de l'État du Cameroun qui a justement, vous avez fait allusion au patriarche Victor Fotso. Voilà. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, dans un pays comme le Cameroun, on doit savoir ce que l'on veut. Tout à fait. On doit savoir ce que l'on veut. Est-ce que le Cameroun est engagé dans une procédure, dans un processus, dans un dispositif, dans une construction de ce que nous aurons un système de santé solide, avec des hôpitaux équipés? Oui ou non? La question, visiblement, est non. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on évacue ou non et Michel Fotso. Ça a à voir avec une politique qu'on décide de nous-mêmes au Cameroun. Et que désormais, lorsqu'on a un prisonnier comme ça, qu'au lieu que l'hôpital soit à Rabat, que l'hôpital soit par exemple à Douala ou à Yaoundé. C'est aussi simple que ça. Parce qu'on va continuer à subir, à dépenser beaucoup d'argent comme ça, alors que malheureusement, visiblement, il y a des priorités. J'entends qu'il y a des hôpitaux qui n'ont pas de scanner, par exemple, au Cameroun. Oui. Même pas qui n'ont pas de scanner, que le scanner est en panne. Je vous ai pris le cas de la veuve, monsieur, des femmes de l'hôpital classé qui se plaignent de ceci, qu'elles ont fait toutes les échographies et tout. Mais il manque qu'on sorte des résultats parce qu'on dit qu'il y a tel appareil ou qui est en panne. Je dis au classé, on l'a décrié. Je vous l'ai dit, monsieur, aussi que vous avez eu le cas du Talon. Patrice Talon au Bénin, qui s'est levé un matin et qui a dit, parce que c'est un don de la France, nous ne prenons pas ce type de matériel parce que ce matériel ne convient pas à nos hôpitaux. Mais c'est aussi la faute des médias. Tous les jours, on dit hôpital de référence, ouverture, inauguration d'hôpital de référence. Mais quand les gens descendent, c'est pas des hôpitaux de référence. Non, mais c'est quel type de matériel qu'on utilise? Il faut aussi quelle connaissance pour apprécier. Mais le président Talon, ses médecins lui ont dit, ça c'est le matériel de deuxième main qu'ils ne peuvent pas faire à la limite. Les médecins ici, quand M. Foposi fait une interview à un médecin, va lui dire, mais ne dis pas ça, vous voulez alarmer la population, vous voulez faire... Là-bas, les médecins béninois disent à leur président, ça c'est pas le bon matériel. Le président dit, bon, je ne prends pas. Et c'est que disent nos médecins. Voilà. C'est nos médecins qui doivent nous dire si c'est bon ou pas. Voilà. Alors, Dominique Audrey, quelle est votre position sur ce débat? Alors, ce qui est gênant, et ça je vous le dis parce que je vous aime bien, ce qui est gênant, c'est qu'on a vu des gens faire des comparaisons avec Jean-Paul Akono, on connaît la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui, par exemple. Moi, Jean-Paul Akono, c'est pas pour être méchante, mais il faudrait qu'il devienne prisonnier pour bénéficier de ça aussi. Je vais interroger la mémoire de Mbombo. Je crois que Rabat, c'est au Maroc, et que leur indépendance était dans les années 60, sensiblement à la même période que nous. Comment se fait-il donc qu'un pays qui
qui a eu sa liberté au même moment que nous, si on peut dire ça comme ça. On évacue les rois a même été déportés au Madagascar à un moment donné avant de revenir. Qui puissent en être là aujourd'hui. Et un pays amputé, parce que c'est un pays en guerre depuis très longtemps, le Front Polisario. Voilà. Il faut le rappeler. Avec cette avancée technologique et que nous en soyons encore là où on est. C'est le tourisme. Aujourd'hui, le tourisme médical. Oui, le tourisme médical, le tourisme tout court, parce que... Donc, ils ont transformé leur tourisme en industrie. Et aujourd'hui, à votre sens, je vous dis donc, le Maroc est en train d'acheter beaucoup d'intérêts français au Cameroun. Je ne citerai pas les entreprises. Le Maroc est même dans le barrage de Sonloulou actuellement. Donc, il y a beaucoup de choses. Oui. Le Maroc est beaucoup dans plusieurs filières ici. Si on essaye nous, on reste dormir. Pour vous répondre clairement, nous, on a passé le temps à dormir. Les autres sont éveillés et travaillent. En fait, la citation de « on va renvoyer l'Afrique dormir », là, c'est le Cameroun en réalité. C'est même pas l'Afrique parce que les autres, ils sont en train d'aller très loin. Moi, monsieur Fopoussi, je suis contre les évacuations sanitaires. Peu importe qui est-ce que ça concerne, que ce soit Fotso ou machin, peu importe. Parce que ce qu'on comprend, c'est que tous les Camerounais vont devoir détourner de l'argent pour bénéficier de la santé. On va tous aller en prison. Tout ça là, mais on a cité les gens qui sont en prison. Mais il y en a ils n'ont même pas les moyens, mais l'État les refuse. Bon, maintenant, il y a des commerçantes aussi, des gens qui meurent dans les hôpitaux qui n'ont rien. On est en train de nous dire que si vous arrivez à un poste de responsabilité, détournez l'argent et là, on va vous évacuer sur le plan sanitaire. On doit tous mourir ici. Posez-vous une question simple. Qui a intérêt à débloquer autant d'argent pour Yves Michel Fotso alors qu'il en a beaucoup les moyens, alors que lui il en a les moyens, alors que lui il a un proposé qui pouvait se faire soigner depuis. Et il faut comprendre une chose, et c'est ça le problème. Voilà, ce problème est même holistique. Il faut aussi interroger nos prisons camerounaises. Nos prisons camerounaises. Parce qu'un monsieur comme Yves Michel Fotso, il a vécu toute sa vie dans une opulence certaine. C'est clair. Au CED où on l'a mis là, vous pensez que les conditions de vie là-bas peuvent même permettre que vous tombiez malade? Il a été très fort. Vous passez autant de temps. Justement, je pense que vous l'avez mentionné précédemment, puisqu'on est d'accord que la condamnation et il a restitué le délit. Vous avez dit le délit. Oui, je crois que l'État doit être certainement dans une procédure de compensation, si on peut dire ça comme ça. Mais ce que l'État est embarrassé. Nous avons un ancien ambassadeur, Gamerou Medouga, il est mort en prison. Nous avons beaucoup, je pense, et un autre là, Boto Angon. Bon, et au niveau international, on avait dit au Cameroun, on avait tapé les mains sur le Cameroun. Et là, j'allais dire, les laudateurs du régime n'apprécient pas Equinox qui était resté calme, voilà, qui n'a pas voulu relayer. Non, on nous a tapé très fort sur les doigts pour avoir fait cela. C'est-à-dire, laissez, vous ne pouvez même pas prendre en charge le prisonnier chez vous. Tout à fait. Donc, imaginez, regardez comment, par exemple... Et si Michel Fotso meurt en prison, je ne souhaite pas. Parce qu'il n'y a pas eu... Attention. Donc, les Vamoul qui sont là, ça nous questionne. Sauf que les frais, les montants alloués à ces différentes évacuations sanitaires peuvent être... on peut avoir des hôpitaux ici. Oui. L'évaluation de toutes ces évacuations-là peut faire qu'on favorise l'acquisition de matériaux et tout. Donc, l'évacuation sanitaire, pour moi, aujourd'hui, c'est une aberration non seulement scientifique et technologique. On perd tous. Il n'y a que quelques personnes. C'est pour des privilégiés. Et malheureusement, ils sont combien parmi la population camerounaise? Donc, pour moi, on devrait tous mourir ici, ensemble, en famille. Sauf que Dominique Audrey, dans le même temps, le ministère des Finances a annoncé qu'il ne fournira plus de dotation pour les comptes d'affectation des promoteurs culturels. Ce qu'ils ont appelé le compte d'affectation spécial de soutien à la politique culturelle. Donc, le ministre de la Culture va désormais chercher l'argent lui-même pour ça. Donc, c'est toujours le même ministère des Finances qui va donner cet argent. Sauf s'il y a une note qui dit urgence signalée. D'accord. On va s'arrêter là pour ce sujet très passionnant. Je le concède avec vous sur ce plateau, mais on a pas d'autres chats à fouetter. On a d'autres sujets. Alors, un autre sujet, cette fois-ci, on parle de la France qui octroie 121 milliards de francs CFA au Cameroun pour venir en aide à
360 000 femmes, 110 000 élèves et plus de 4 000 ménages camerounais. C'est environ 1350 salles de classe. La convention a été signée hier entre Alamine Ousmane Mé, ministre de l'économie, de la planification et l'aménagement du territoire, et Christophe Guilou, ambassadeur de France au Cameroun. Voilà qui est dit, tout est arrangé entre la France et le Cameroun. Bobok, Cameroun qui gouverne. Parler encore de souveraineté. Oui. Pour creuser, pour donner de l'eau potable à vos populations, c'est la France et l'Union européenne qui viennent. Et pour La France dit que priorité réduit les inégalités. Pour construire les tribunaux, c'est la France qui vient. Et voilà. Pour construire les salles de classe, c'est la France qui vient. Pour encadrer vos bayam selam, c'est la France qui vient. Après, lorsque la France va dire j'ai peur, on va dire oh ouais, vraiment on est souverain depuis même avant la naissance de Jésus. Non, écoutez, moi j'apprécie, la France veut garder son précaré, c'est normal, il n'y a pas de philanthropie en relation internationale. La France veut garder la main sur le Cameroun et nous l'avons constaté ici quand Jean-Yves Le Drian était arrivé au Cameroun en disant que il voulait mobiliser les opérateurs économiques pour l'investissement au Cameroun et il a donné le ton. D'accord. Carré, on termine rapidement. Oui, on termine avec le sujet sur le décès de Kondo Samuel, homme d'affaires et patriarche du canton d'Eido à Douala, est décédé hier matin à son domicile de quartier Bonantonais. Il rend l'âme 16 jours avant son 91e anniversaire et juste après un long séjour médical en France. Le comité central du RDPC perd ainsi un de ses membres d'honneur. On va dire qu'il était PDG de l'entreprise Socarto. Il a longtemps été président du syndicat des industriels du Cameroun, Syndustricam, et il était jusqu'à ce jour président du conseil d'administration du Fonds national de l'emploi et il décède ici ainsi Et de l'Office national des zones franches industrielles. Il décède ainsi sans pouvoir commémorer ou alors célébrer la statue de son papa. Alors, beaucoup ont regardé l'image là à Douala, feu rouge, Bessengue. Mais il faut quand même noter que là, c'est le départ d'un capitaine d'industrie, c'est le départ d'un géant. Ce type de personnes, on doit les panthéoniser, clairement. Absolument. C'est-à-dire que le Cameroun a intérêt à panthéoniser ce type de personnes, parce que c'est un parcours exceptionnel. Absolument. Oui. L'expression ou alors l'adage, je ne sais pas comment vous allez classifier, tel père, tel fils. Oui. Voilà quelqu'un qui est resté sur les pas de son père. Son père, c'est l'un des premiers. Bon, nous, à notre époque, on parlait de commerçants. Vous, aujourd'hui, vous avez universalisé ça en parlant d'opérateurs économiques et tout ça, tout ce que vous voulez. Son papa, c'est l'un des grands opérateurs économiques à l'époque allemande. Et c'est tout à fait normal, là aussi, j'apprécie cette action de la communauté urbaine, d'avoir pensé à lui faire un monument au lieu dit Férouche Bessengue. Mais sauf que les lenteurs administratives, Charles Hamel en dénonçait, je ne sais pas si c'était hier, on fait que voilà, Jamel Kondo qui a pris le relais de son papa n'a pas pu regarder comment la ville de Douala apprécie, consacré à son père. Lui aussi, il part comme ça. Donc, mais est-ce que ces enfants, premièrement, la première interrogation, vous avez aimé parler de Toyota, est-ce que ces enfants vont poursuivre l'œuvre de leur grand-père et de leur père? C'est ce que je souhaite. L'autre chose, c'est le Cameroun lui-même. Voilà un monsieur, avec le ministre Toum Dio, parce que vous avez connu Michael Toum Dio comme ministre de l'énergie. C'était lui, le directeur de l'Office national des zones franches industrielles. Oui. Avec Samuel Kondo, Charles Metouk et André Siaka, ils ont fait des propositions pour transformer le Cameroun en zone industrielle entre Bonabéry et tout le sud-est. Tout à fait. Mais vous allez voir. Donc voilà des gens, je pense même qu'au niveau de l'ESSEC ou les écoles de management, voilà des figures qu'on doit apprendre. Tout à fait. Et ça va nous donner une certaine orientation. Comment réussir dans les affaires dans un environnement aussi hostile comme que le Cameroun. En tout cas, vraiment, on s'incline devant la mémoire d'un si grand homme, d'un si grand capitaine d'industrie. Il est toujours calme. Voilà. Ceux qui l'ont connu.
calme et très discret. Voilà. C'est-à-dire même en période chaude, même avec le divers gouvernements, les ministres qui sont toujours calmes. Et tout récemment, Comme on l'a vu tout récemment lorsqu'il fallait, évidemment, pour la maison de la culture, Sawa, tout récemment, c'était sa dernière apparition publique. On va évidemment continuer à lui rendre hommage. Merci Karine pour cette revue des réseaux sociaux. Le temps pour nous d'aller au plateau B avec Constilamine qui nous rejoint tout de suite. Et maintenant, comme il le fait chaque matin, madame, messieurs, sur ce plateau pour le concept Salaka. Le concept Salaka qui va ce matin nous amener d'abord à Sorepco, nous signale-t-on. Sorepco avec vous. Constilamine, bonjour. Alors bonjour Eric, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tous les clients des magasins Sorepco et surtout 1000 fois merci à tous ces clients qui ont compris que les carreaux c'est la qualité et bien entendu ces carreaux sont en vente dans les magasins Sorepco du Cameroun. Alors chers téléspectateurs, je commencerai déjà ce matin par donner déjà l'importance des carreaux. Pourquoi mettre des carreaux à la maison? Il faut le rappeler chers téléspectateurs, un carreau à la maison donne une beauté particulière chez vous. Le carreau permet bien sûr de garder toujours la propreté à la maison. Le carreau vous permet de vous sentir à l'aise parce qu'un environnement sain vous permet c'est-à-dire d'évoluer dans de très bonnes conditions. Donc ceux qui ont besoin de donner bien sûr de l'éclat, de donner de la beauté, de donner bien sûr de la qualité à leur maison, je vous conseille bel et bien d'aller dans les magasins Sorepco parce qu'en ce moment, bien entendu, jusqu'à la fin du mois de mars 2020, c'est la grande promotion des carreaux 60 par 60. Oui, je n'ai pas dit des carreaux 40 par 40, j'ai bien dit les carreaux 60 par 60 qui sont ces carreaux qui donnent une beauté particulière à votre maison, qui sont ces carreaux qui vous permettent bien entendu de vous sentir à l'aise chez vous. Alors n'hésitez surtout pas, rendez-vous donc dans les magasins Sorepco et profitez de cette grande promotion pour acheter les carreaux 60 par 60 dans toutes les agences Sorepco à des prix vraiment promotionnels. Alors je commencerai déjà bien entendu par présenter donc en direct ces carreaux sur cette émission. Regardez bien sûr, comme j'ai coutume de le dire, là c'est la face principale. Regardez comment elle se présente. C'est des carreaux double couche, c'est des carreaux solides, c'est des carreaux qui sont tellement nyanga, ça vous donne l'envie de les avoir à la maison. Vous les avez donc dans les magasins Sorepco à des prix vraiment très très promotionnels. Parlant bien sûr de la promotion, le mètre carré à partir de Douala, vous l'avez à 7400 francs. Un mètre carré de carreau. Et quand on dit un mètre carré, ce n'est pas un carreau, c'est plusieurs carreaux qui constituent un mètre carré. Vous les avez donc prix départ Douala, 7400 francs, un mètre carré de carreaux, 60 par 60 dans les magasins Sorepco. Il y a bien sûr il y a plusieurs designs, il y a plusieurs couleurs, quel que soit le design, quelle que soit la couleur, rendez-vous dans les magasins Sorepco en ce moment, jusqu'à la fin du mois de mars et achetez les carreaux 60 par 60, prix départ Douala à 7400 francs. Ça veut dire quoi, prix départ Douala? Ça veut dire que le prix de la ville de Douala est bien entendu de 7400 francs. Yaoundé à son prix, Bafoussam à son prix, Bertois à son prix, Ebolova à son prix, Kribi à son prix. Et je rappelle que tous ces prix sont des prix de promotion. Ces carreaux par le passé coûtaient pratiquement près de 10 000 francs le mètre carré. Mais en ce moment, vous les avez à partir de 7400 francs dans les magasins Sorepco. Ces magasins qui vous offrent également, bien entendu, plusieurs autres articles en promotion dans toutes les agences Sorepco. Alors, je parlerai bien sûr des avantages parce que Sorepco, c'est non seulement la qualité, c'est les prix les plus bas, c'est également des avantages exceptionnels. Parlons bien sûr des avantages. Ah ben oui, regardez comment je commence à sourire parce que quand on parle de cadeaux, il y a de quoi sourire. Quand on parle d'avantages, il y a de quoi bien entendu être content. Ah ben oui, c'est comme un enfant à la maison qui reçoit un cadeau venant de ses parents. Cet enfant est tellement content. Et je sais que vous aussi à la maison, vous serez tellement content quand vous allez recevoir un téléviseur 32 pouces de marque Nexus qu'on vous donnera gratuitement dès que vous allez acheter 600 mètres carrés de carreaux. Oui, je dis bien, dès que vous achetez 600 mètres carrés de carreaux, 60 par 60, vous recevez gratuitement
un téléviseur 32 pouces de marque Nexus. Ce n'est pas tout. Pour ceux qui vont acheter 300 mètres carrés de carreaux 60 par 60, vous allez recevoir 50% de réduction sur l'achat d'un téléviseur de marque Nexus. Il y a bien d'autres avantages qui accompagnent l'achat des carreaux du côté bien sûr de Sorepco. On rappelle également que dans nos agences, on a bien entendu des conseillers commerciaux. C'est quoi un conseiller commercial? C'est celui-là qui vous conseille, c'est celui-là qui vous éduque, c'est celui-là qui vous oriente, parce que Sorepco, le tout n'est pas de vendre, mais c'est également de conseiller sa clientèle. Alors, chers téléspectateurs, acheter les carreaux, c'est bien, mais les acheter auprès des partenaires du concept Salaka, c'est encore mieux. Et en ce moment, ce partenaire qui vous permet d'avoir les carreaux 60 par 60 à partir de 7400 francs, c'est bel et bien Sorepco, c'est-à-dire les magasins de la qualité. Alors, anyman, il faut ça for Bepanda, il faut ça for Bamena. Just go, just no, for Sorepco, because for day, you get fine caro. Caro with the nyanga, caro with the dole, caro with fine sauté, oh la la, look that caro, oh yo, caro for Sorepco. Il veut dire tout simplement, wa pula te caro ya boami, alande au Sorepco. Si tu veux les bons carreaux moins chers, va chez Sorepco. If you want fine caro with them moins chers, just go for Sorepco, just no. Voilà, on a poussé avec vous également la chansonnette ce matin sur le plateau. On va tout de suite prendre interpellation, madame, messieurs. Pour le progrès de notre pays, c'est que les opposants camerounais doivent réfléchir pour la course qu'ils sont en train de poursuivre vers la recherche de la présidence. Ils doivent aussi réfléchir pour le maintien de la paix et la sauvegarde de la jeunesse. Voilà ce que je peux dire grosso modo sur l'idée du développement et le progrès de notre pays. Voilà, commentaire, Bengan. Et je pense, oui, les enfants, c'est le problème. Il interpelle les opposants camerounais, quand même. Oui. Hein, l'encadrement des enfants est permanent. Oui. Mais il y a j'allais dire, il n'y a pas de mi-temps à cela. Mais pour le cas précis du Cameroun actuel, bon, c'est vrai, nous sommes 26 millions de Camerounais, chacun peut donner son point de vue. Mais moi, je pense que l'ambition des opposants devrait être de rétablir l'unité du Cameroun, ou alors l'unification du Cameroun, ou la réunification du Cameroun, ce n'est pas le terme approprié, voilà. Mais rétablir les relations entre francophones et anglophones, liquider l'héritage colonial pour qu'on reconstitue un pays. Oui, enfin qu'on s'asseye. Oui, on s'asseye, et là maintenant tous nos enfants vont s'émerger. Vous ne pouvez pas élaborer une politique appropriée pour l'encadrement des jeunes dans la situation actuelle. Ouais. Il faut reconstruire votre pays. Nous devons réformer notre pays, reconstituer notre pays, réunifier notre pays en liquidant l'héritage colonial. Mm-hmm. En tout cas, il a quand même clairement dit qu'il y a beaucoup de courses à la richesse de la présidence. Je n'ai pas bien compris ce que vous voulez dire. Moi, je n'ai pas compris ce que ça veut dire. Peut-être, comme disait Charles Lamel avec les conseillers municipaux tout à l'heure, donc on veut aller à la présidence de la République pour que chacun se remplisse les poches. D'accord. Peut-être. Comprenons ça comme ça. J'ai mal compris, mais j'ai l'impression que comprenons cela comme ça. Madame, monsieur, merci. On va tout de suite faire un autre crochet au plateau B avec Consti Lamine qui nous a rejoint. Consti Lamine, une fois de plus, c'est à vous. Bien entendu, une fois de plus, votre concept s'installe sur le plateau de l'émission 10-12 Le Zénith. Après donc la grande vente des carreaux dans les magasins Sorepco, le concept Salaka signe un autre retour. Alors à l'instant, c'est pour parler bien-être, c'est pour parler santé, c'est pour parler bien sûr bonne humeur, avec bien entendu la présentation et la vente des correcteurs de posture. Oui, rien qu'à entendre le nom, on a envie de les avoir. On a envie bien sûr de découvrir qu'est-ce qui est caché derrière ce nom. Le correcteur de posture, chers téléspectateurs, je l'ai toujours dit, et va encore le rappeler ce matin, c'est une jaquette médicale qui permet d'éliminer les douleurs au niveau du dos. Le correcteur de posture
permet d'éliminer les douleurs au niveau du cou. Il permet également d'éliminer les douleurs au niveau des épaules. Le correcteur de posture que voici, bien entendu, chers téléspectateurs, permet également de redresser votre dos. Oui, pour ceux qui ont un dos tordu, qui ont un dos rond, qui ont un dos incliné, alors je vous conseille bel et bien le correcteur de posture parce qu'il va bien sûr redresser votre dos. En plus de tous ces avantages, le correcteur de posture permet également de nous prévenir contre le mal de dos parce qu'on n'a pas besoin d'attendre avoir le mal de dos pour courir au concept Salaka et acheter un correcteur de posture. On peut déjà commencer dès à présent à le porter, ainsi vous serez donc prévenu contre le mal de dos. Le correcteur de posture permet également de faciliter la bonne circulation du sang. Voilà donc plusieurs avantages qui devraient aujourd'hui amener tout un chacun à acheter un correcteur de posture, comme j'aime très bien le dire, corrector de posta. Yes, my countryman. You dey for that stuff for Bamenda. You dey for that stuff for Kumba. You dey for that stuff for Guinea Equatorial. For that stuff for Gabon. For that stuff for Abidjan. For that stuff for Senegal, for my country. Just know say concept Salaka. They for talk this morning time again for corrector de posta. Because say any man must buy his corrector de posta. Because the corrector de posta as in name, una di ya name corrector de posta. That means say the make say it corrige ya posta. Donc any man must get posta with the state de Kerula. Don't just come just not for concept Salaka and commander ya corrector de posta. Donc motote nye sengalemba tatan basango na banyango pesanangonde di biobiana ibola mongole bobe we. Donc motote nye sengalemba tatan ayende au concept Salaka e banjana na ben din lambwa belemona corrector de posta. Oboti temo ponda na ponda te. Aussi ma benepe cesse au mongo. Aussi ma benepe cesse au makata. Aussi ma benepe cesse au nyingo. Motote angambene correcta de posta. Aba sango, aba nyango pesanangonde di. Prix, nyende dom la lokodi. Le prix est de 10 000 francs votre correcteur de posture. C'est avec garantie. C'est un correcteur de posture neuf dans son emballage. Il est d'origine. Oui, il coûte la somme de 10 000 francs, chers téléspectateurs. Merci beaucoup et rendez-vous au numéro de téléphone ou alors au magasin 1001 tapis. C'est en face du Palais d'Ika à l'entrée de la rue Mermoz. Et n'oubliez pas, le concept Salaka livre dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. Merci Constilamine. Alors Karine, avec vous. Photopère ne paye pas normalement. Alors, il y a un téléspectateur qui nous dit que Photo Victor a donné 1 milliard pour un bâtiment et c'est l'argent de mes impôts qu'on gaspille pour en évacuer. Un autre message. Ils n'ont pas compris. Oui. Les prisonniers lambda qui meurent comme des mouches là font comment? C'est pas ça le sujet, on est hors sujet. Alors, un autre message. Tout cet argent n'est pas seulement pour l'hôpital. Réfléchissez bien, cherchez bien, vous verrez. Si. Un autre message. Après, c'est pas évident. Vous expliquez l'inexplicable. On dépense l'argent des Camerounais pour soigner des milliardaires alors que nous vivons dans la misère. Les mêmes milliardaires avaient sollicité qu'on les laisse prendre en charge parce qu'ils ont les moyens. Et bon, c'est l'État qui n'a pas voulu. Pour un pays pauvre, très endetté, envoyer des prisonniers particuliers se soigner à l'étranger pendant que le bas peuple souffre, meurt dans les hôpitaux. Merci de nous laisser mourir. D'accord. Il y a beaucoup de commentaires sur le cas Yves Michel Fotso, les évacuations sanitaires. Voilà, donc. Oui. S'il s'agit de quelqu'un qui a une situation particulière. Grosso modo. Non, la grande question, il faut bien qu'on se comprenne. Hein, la grande question, c'est de dire, est-ce qu'on va continuer au Cameroun à toujours envoyer les gens soignés à l'étranger? Ne faut-il pas réfléchir à reconstruire ou à construire des grands hôpitaux au Cameroun, des hôpitaux vraiment de référence? Là, vraiment, c'est des références vraies, pas ce qu'on a fait au Cameroun. Donc, les hôpitaux de référence vrais. Permettez-moi d'être trivial. Là. Comme à Rabat. Il y a un hôpital là-bas, l'hôpital Cheikh Saïd. Voilà. Il emploie 140 médecins.
140 médecins. Voilà, et on les paye. Quand vous avez donc 140 médecins, et donc, oui, Médecins, 140 médecins, pas infirmiers. imaginez le nombre d'infirmiers, le nombre de 140. Voilà, bon, vous imaginez, alors qu'au Cameroun, on est encore en train de voir comment on peut faire pour s'en sortir. Comment Le compléter Niger a les réussi effectifs? son pari. Le Niger, Avec juste les à côté, infrastructures. a réussi son pari. Les ministres ne vont plus en Europe. Oui. Ils se sont désormais zéro évacuation. Toutes les compétences d'Europe, ils ont fait une descente. On a pris toutes les compétences, les meilleures compétences nigériennes, filmé les meilleurs plateaux, rentrer, remonter cela au Niger. Voilà. Nous avons les capacités, les moyens de le faire avec l'association allemande GTZ, qui nous aide d'ailleurs dans la politique de santé. GTZ a essayé même de nous amener à mutualiser les forces, ont créé les mutuelles de santé ici. Même ça, le gouvernement camerounais a été incapable de faire la promotion de ces mutuelles de santé. Malheureusement. On va s'arrêter là pour ce matin, madame, messieurs. Merci infiniment d'avoir été là comme chaque matin. On va se retrouver demain lorsqu'il sera 10h. Passez une belle journée sur notre antenne. Que Dieu bénisse le Cameroun et Yves Michel Futso.